faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. La Banque nationale du Rwanda a annoncé une hausse de son taux directeur qui passe de 7,25% à 8,25% lors de la présentation du rapport du deuxième trimestre sur la politique monétaire et la stabilité financière. Une décision prise dans le but de freiner la dépréciation du franc rwandais et de préserver le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte économique mondial fragilisé notamment par les tensions au Moyen-Orient. Selon la Banque centrale, l'inflation continue de progresser au Rwanda. La hausse des prix sur les marchés a atteint 13% au mois d'avril, contre 9,2% au mois de mars suivant. Access to insurance, would they be able to... La Banque nationale du Rwanda a annoncé une hausse de son taux directeur qui passe de 7,25% à 8,25% lors de la présentation du rapport du deuxième trimestre sur la politique monétaire et la stabilité financière. Une décision prise dans le but de freiner la dépréciation du franc rwandais et de préserver le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte économique mondial fragilisé, notamment par des tensions au Moyen-Orient. Selon la Banque centrale, l'inflation continue de progresser au Rwanda. La hausse des prix sur le marché a atteint 13% au mois d'avril contre 9,2% en mars, dépassant ainsi la marge de référence fixée entre 2 et 8%. Face à cette situation, la Banque nationale du Rwanda appelle la population à une gestion plus prudente des dépenses, particulièrement au moment où les prix de produits pétroliers continuent d'augmenter. Elle encourage notamment les citoyens à limiter des déplacements non essentiels et privilégier les transports publics afin de réduire les coûts liés au trajet. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'économiste en chef à la Banque nationale, Thierry Kalissa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quel est l'impact, je dirais, de la guerre aujourd'hui au Moyen-Orient sur l'économie du Rwanda ? Merci. Merci de l'invitation. Pour commencer, la guerre en Iran qui s'est étalée au Moyen-Orient a un impact sur l'économie globale. Ce n'est pas seulement au Rwanda, mais partout dans le monde, en Afrique et dans la région. On a essayé d'expliquer simplement comment est-ce que cet impact va du prix de pétrole à l'international aux prix locaux. Et on a vu par exemple qu'au mois d'avril, il y a eu une hausse des prix du pétrole et du gasoil. Et ça, c'est une implication directe parce que les prix à l'international ont augmenté à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui représente un transit d'environ 20% plutôt du volume de pétrole et aussi de gaz dans le monde. Ça, c'est le premier effet. Ensuite, il se fait que si les prix du pétrole augmentent, aussi les prix du transport augmentent, que ce soit le transport public, les bus. On a vu ici une augmentation des prix de transport Kigali et en dehors de Kigali, et les prix aussi des transports de passagers. Ouais. Ça, c'est l'effet direct qui va maintenant dans l'inflation. Maintenant, le deuxième effet, c'est le prix des autres produits importés. Par exemple, les fertilisants, qui aussi augmentent. Une grande partie vient de cette région, du Moyen-Orient. Oui, on a aussi le prix d'autres produits alimentaires, parce qu'il y a eu un changement, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été affectées par ça. Du coup, ça augmente les coûts de transport internationaux et aussi les coûts d'assurance, ce qui augmente les coûts des matières premières et des produits alimentaires importés. C'est comme ça qu'on est en train de voir déjà une hausse des prix, vu les facteurs de production dans le process de production ici locale qui, à terme aussi, a un impact sur les prix sur le marché. D'accord. Alors, vous avez relevé, tout à l'heure nous suivions cet élément, vous avez relevé le taux directeur de 8,25%. Pourquoi cette décision? Et certains pourraient considérer qu'il s'agit aussi d'un niveau élevé, n'est-ce pas cela inquiétant?
le raisonnement qui a été derrière et toute l'analyse qui a été derrière cette augmentation du taux directeur de la Banque centrale est basée sur une analyse de ce qui se passe à l'international et ce qui se passe localement. Pour faire simple, on a remarqué que le problème on est en train d'avoir en ce moment, c'est un problème d'inflation. Le reste des agrégats et des indicateurs macroéconomiques sont plutôt bons. On a une balance commerciale, un déficit de la balance commerciale qui réduit, des exportations en hausse, inclut le café, les minéraux et les produits industriels qu'on exporte dans la région. Tout ça, c'est très positif. Plus de 60% d'augmentation. La banque commerciale est en train de réduire, le déficit de la banque commerciale est en train de réduire d'environ 23%. Ce qui fait que notre monnaie est stable vis-à-vis de dollar, par exemple. On a une dépréciation de moins de 1% et c'est vraiment, vraiment très faible, environ 0,5 pour le premier trimestre. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la performance de l'économie domestique se porte très bien, avec tous les secteurs qui montrent une bonne croissance. L'industrie, la construction, mining, aussi les services, etc. Ça, c'est le deuxième problème. Ça, c'est la deuxième conclusion que nous avons faite. Finalement, l'inflation, comme vous l'avez montré, augmente. Et quand l'inflation augmente, tout ce qu'on essaye d'éviter, c'est que l'inflation reste élevée pendant très longtemps, parce que ça affecte à terme la croissance économique qu'on est en train de voir. On a eu 11,2% de croissance au 4e trimestre de l'année dernière. Si on veut continuer d'avoir une croissance forte, il faut que l'inflation baisse rapidement. Et pour que l'inflation baisse, la politique monétaire utilise des outils comme le taux directeur de la Banque centrale. Augmenter ce taux directeur à hauteur des challenges que nous voyons au niveau de la croissance, parce que nous voyons au niveau de l'inflation, parce que nous voyons que l'inflation va rester élevée tout au long de cette année. Et pour que l'inflation baisse l'année prochaine et revienne dans ce qui semble raisonnable pour nous, entre 2 et 8%, et à terme autour de 5%, ce qui est l'idéal pour nous, il faut augmenter les taux directeurs et il faut les augmenter maintenant. Le taux directeur actuellement a été augmenté à partir de 7,25% à 8,25%. Alors ces mesures ont déjà été mises en œuvre ou bien c'est encore en processus ? Comment ça fonctionne quand le comité de politique monétaire prend une telle décision? La mise en œuvre commence immédiatement. C'est à partir d'aujourd'hui et de demain, toutes les transactions qui vont se faire entre les banques et la Banque centrale sera à ce taux-là. Généralement, ce que nous voyons, c'est que dans les jours qui suivent, le taux auquel les banques prêtent et s'empruntent de l'argent aussi augmente et arrive à peu près au même niveau. Mais ça prend un peu plus de temps, quelques mois, jusqu'à une année pour que ce taux soit transmis au reste de l'économie et que finalement ça a un impact très significatif sur l'inflation. Alors le franc rwandais s'est déprécié de 0,51%. Quelles ont été, je dirais, les causes et que faites-vous justement pour stabiliser le franc rwandais sur le marché d'échange ? Justement, ce taux de dépréciation de 0,51% est le plus bas de 5 dernières années. Donc pour nous, ça s'est vraiment déjà stabilisé. Et ça a commencé bien avant, environ au juin ou juillet de l'année dernière. On remarque qu'il y a une stabilisation du franc rwandais vis-à-vis du dollar grâce justement à cette hausse des exportations dont je parlais. On a aussi une hausse modérée des importations, mais le déficit qui est entre les deux est en train de se réduire. Ce qui fait que au niveau local, les importateurs, la pression qu'il y a des importateurs de demander des dollars pour importer, par rapport à l'argent qui rentre, vu des exportations, mais pas seulement, on a aussi ce qu'on appelle remittances, ce qui est le transfert des Rwandais de la diaspora. On a aussi les investissements directs étrangers et les services, par exemple le tourisme. Vous avez vu le nombre d'événements qu'on a ici dans le pays depuis le début de l'année. Tout ça, c'est des sources de forex, c'est des sources de monnaie étrangère, c'est des sources de dollars, ce qui fait que notre franc rwandais stabilise vis-à-vis du dollar. Pour le moment, vraiment, ce n'est pas une source d'inquiétude. On a un niveau de réserve de dollars qui couvre plus de 4 mois d'importation de l'année prochaine, ce qu'on veut. On rentre dans une période où il y a une crise énergétique internationale, mais on a ce qu'on appelle des buffers, on a des réserves qui sont assez adéquates pour pouvoir
faire face à ce challenge. Ça veut dire que la deuxième partie de l'année, peut-être que les choses ne seront pas aussi positives, mais le fait qu'on rentre dans ça avec de telles réserves est une bonne chose. Alors, vous venez d'évoquer les exportations du Rwanda qui ont aussi augmenté de 63,2%. Qu'est-ce que cela, je dirais, signifie pour le commerce extérieur du Rwanda et que faudrait-il faire justement pour maintenir cette dynamique au regard justement des performances enregistrées cette année? On a de bonnes raisons d'être optimiste là-dessus parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, pas cette année, mais les années d'avant, surtout sur la production et l'industrialisation locale. Et il y a de plus en plus d'usines qui ouvrent dans plusieurs secteurs. Parmi ces 63% d'exportation, on a ce qu'on appelle, on a aussi plus de 60% d'exportation de produits non traditionnels, qui sont par exemple des produits qui sont fabriqués ici au Rwanda et exportés dans la région. Par exemple, l'huile de cuisson, cooking oil, c'est un nouveau produit qu'on voit qui est produit de plus en plus localement, dans le marché local, mais aussi exporté. On a aussi la farine de blé et des produits comme ça. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un signe que si on arrive à continuer cela, non seulement on pourra faire face à satisfaire la demande locale. Souvent, on importe parce qu'on n'a pas accès à ces produits localement. Donc, du coup, ça demande moins de dollars. Ensuite, exporter dans la région aussi permet de rapporter des dollars dans l'économie. De manière assez simple, c'est une chose positive que nous pensons va continuer avec le temps. C'est des efforts qui ont été mis en place. C'est des efforts pour faciliter les investissements, attirer ces investisseurs pour pouvoir ouvrir des usines localement, etc. C'est ça qui va permettre à terme de garder ce trend et d'arriver à avoir un déficit de la balance commerciale assez raisonnable qui ne pose pas problème au niveau de la dépréciation. D'accord. Alors, comment s'est comporté, je dirais, le secteur financier pour ce trimestre 2026 en général? En général, nous avons aussi, parce qu'on fait en parallèle, on a un comité de politique monétaire et un comité de stabilité financière. Et le comité de stabilité financière a analysé la performance des banques, microfinance, assurance, etc. Le secteur financier se porte bien. On remarque que tous les indicateurs que nous suivons, ce sont les indicateurs de stabilité, ça veut dire le niveau de capital, est-ce que c'est adéquat? Le niveau de liquidité des banques et des microfinances, le niveau de repaiement des prêts, ce qu'on appelle non-performing loans. Tous les indicateurs sont ouverts. Ça veut dire que notre secteur financier est stable. Nous remarquons aussi que les indicateurs de profitabilité aussi montrent que le secteur financier, non seulement il est stable, il est profitable. Les assets, ça veut dire les actifs du secteur financier, chaque année augmentent et c'est un important indicateur, c'est un important contributeur de la croissance économique dont on parle. Cela étant dit, on essaie aussi de regarder quels sont les risques et essayer de les anticiper et travailler avec le secteur financier pour pouvoir limiter ces risques, les risques opérationnels, les fraudes, quand on parle de système de paiement, c'est des choses que nous regardons, cyberattaques, c'est des choses que nous regardons, mais dans l'ensemble, et aussi les effets possibles de cette crise internationale, surtout si ça continue, sur la capacité de repaiement des business locales, etc. Et on travaille avec les banques là-dessus, mais pour le moment, vraiment, nous remarquons que le secteur est stable. Oui. Yes. Alors, vous avez parlé de cyberattaque. Là, on se demande par rapport aux technologies financières qui aussi continuent de transformer le secteur financier. Que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle réglementation relative justement aux actifs virtuels, notamment les crypto-monnaies? Oui, c'est plutôt une loi, parce qu'il y a une loi qui est en cours sur les actifs virtuels en général, inclus les crypto-monnaies. Plus tard, après ça, il y a aussi un travail qui est en train d'être fait. Donc, je crois dans les semaines, mois qui viennent, il y aura une réglementation en place pour les actifs virtuels qui, dépendamment aussi, ça dépend des moyens de paiement. Système de paiement, ce sera la Banque centrale, mais si c'est
des actifs d'investissement, ce sera l'autorité des marchés des capitaux, Capital Market Authority. Mais on travaille ensemble et bientôt la réglementation sera là pour clarifier justement qu'est-ce qu'un actif virtuel, qui a le droit de ce qu'on appelle mine crypto, qui a le droit de issue et crypto dans le cadre du Rwanda. Mais en général, vraiment, c'est des actifs qui... nous savons que ça, de plus en plus, dans le monde entier, les gens en parlent, mais ce que nous voudrions dire, c'est qu'il faudrait, pour ceux qui investissent pour le moment, c'est des actifs d'investissement. Ce ne sont pas des actifs qui permettent... Ce n'est pas une monnaie. La monnaie est définie par la loi. C'est vraiment clair qu'est-ce qu'est la monnaie. Notre monnaie, c'est le franc rwandais. Et on travaille sur la possibilité d'issue ou pas une monnaie digitale de franc rwandais. Ça, c'est séparé. Mais les actifs virtuels ne sont pas de la monnaie. Les actifs d'investissement, avec des risques qui sont derrière, il faudrait bien se renseigner pour ceux qui sont dans le domaine. Ouais, d'accord. Merci en tout cas pour cet éclairage. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous êtes chef économiste à la Banque nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Des experts du secteur financier aujourd'hui, justement en parlant de ce secteur financier, ils estiment que le moment est venu pour les banques de réduire les taux d'intérêt appliqués aux prêts accordés aux petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du commerce. Ils s'appuient sur le rapport Rwanda Banking Sector 2025 qui montre que les 9 banques commerciales analysées ont enregistré une rentabilité de 18,5%. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Le rapport révèle également que l'économie rwandaise a connu une croissance de 9,4% en 2025, une performance à laquelle les institutions financières ont largement contribué. Malgré cela, plusieurs commerçants disent rencontrer encore des difficultés pour accéder au crédit bancaire. Quand vous demandez un prêt à une banque, on vous réclame parfois des garanties que vous ne possédez pas. Il faut trouver un garant, rejoindre les groupes ou fournir des cautions difficiles à obtenir, ce qui ralentit souvent des projets de développement. Pour les analystes financiers, les bénéfices importants réalisés par les banques devraient permettre à un assouplissement des conditions de crédit. Le directeur général de RG Partners, Rueleka Mathieu, estime que les banques disposent désormais d'une marge suffisante pour prendre davantage de risques et soutenir les entrepreneurs. La croissance des actifs bancaires montre que des banques ont réussi à générer les risques dans leurs activités. Rien n'empêcherait aujourd'hui une augmentation de crédits accordés aux clients, ni une réduction des taux d'intérêt. D'autres experts recommandent également aux banques d'investir davantage dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'élevage, d'autant plus que les actifs de 9 banques commerciales ont progressé de 22,5%. Pendant son temps, la Banque nationale du Rwanda assure poursuivre ses efforts pour préserver la stabilité financière du pays malgré la hausse de l'inflation. Solaya Hakuzialemie est la gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. But you can rest assured that the National Bank of Rwanda will continue to play its role. La Banque nationale du Rwanda continuera à protéger et à renforcer la stabilité du secteur financier tout en mettant en œuvre une politique monétaire fondée sur des analyses approfondies afin de maintenir la stabilité des prix et soutenir l'économie réelle. Le rapport indique enfin que les prêts accordés par les banques ont augmenté de 24,4%, tandis que l'inflation a été 9,9%. Le document Rwanda Banking Sector 2025, réalisé par RG Partners, a été publié au début du mois de mai dans le Kigali Financial Journal.
Et le film Benimana de la réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine de Sabé-Jambo a été sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Et pour justement en parler, notre collègue Jean Damascène Malishimge vient de s'entretenir avec Madame Sandrine Umutoni, secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts. Il a commencé par lui demander un message que cela donne au Rwanda et au monde entier. La première projection du film Benimana, qui s'est tenue ici au Festival de Cannes le 19 mai, a eu un très très bon accueil. Elle a reçu un accueil très chaleureux. Nous avons eu droit à des applaudissements qui ont duré plus de 10 minutes. Les personnes étaient très touchées par le message de Benimana. Ils ont été aussi très impressionnés par la qualité de l'image, la qualité de l'histoire qui est portée à l'écran. Mais surtout, je pense qu'ils ont été très impressionnés parce que dans ces pays, les pays qui ne sont pas proches de l'Afrique, il y a encore beaucoup de stéréotypes par rapport à l'Africain, par rapport à nos sociétés. Et ça leur a permis en fait justement donc d'avoir une autre image de qui nous sommes, de voir que nous sommes un peuple qui est mené par beaucoup de résilience, par une volonté d'aller de l'avant, de développer nos communautés, mais aussi de confronter notre passé, de poser les questions qu'il faut, toujours dans le cadre d'avancer ensemble. Donc, c'est un film qui a laissé donc une très bonne impression ici à Cannes, parmi les festivaliers, parmi les experts du cinéma, dans la presse internationale. Tous sont beaucoup revenus sur la force du film, sur la force des femmes surtout, de voir que ce sont ces femmes qui non seulement ont fait le film, parce que voilà, c'est Marie-Clémentine Doussabé-Jambo a travaillé pendant de nombreuses années avec une coproductrice pardon, gabonaise, Samantha Bifo, de voir donc la force de ces deux jeunes femmes qui ont porté une histoire qui est très très forte à l'écran. Je pense que c'est le message que beaucoup ont gardé en eux, ou du moins ont partagé avec nous. Et je pense que c'est pour cela que beaucoup des retours que nous avons reçus, ceux qui travaillent surtout dans l'industrie du film, ceux qui travaillent dans la distribution du film, ont insisté qu'ils voudraient que ce film soit présenté dans beaucoup de villes, pas seulement en France, mais même en dehors, et qu'ils sont vraiment prêts à faire beaucoup pour que ce film reçoive l'attention qu'il mérite. Madame la ministre, est-ce qu'on peut dire que la présentation de ce film aura permis de mieux connaître l'histoire du Rwanda, la vérité sur l'histoire du Rwanda, beaucoup plus? Totalement. Je pense que ce film permet aussi voilà, de recadrer la conversation qu'il y a en ce moment autour du Rwanda, autour du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et les personnes qui ont donc assisté à ce film sortaient du film avec beaucoup de questions. Donc, mais surtout très impressionnées de voir qu'il est possible de traverser une histoire terrible et tragique comme le génocide et d'en sortir capable de vouloir continuer à vivre, de vouloir aller de l'avant, de pouvoir avoir des conversations, des discussions très difficiles avec les familles des bourreaux, parce que voilà, le film tourne autour de ça. Quel est le rapport qui s'installe après un génocide à travers la prise de parole de Gachacha? Comment est-ce que ces femmes donc s'asseyent entre elles et partagent des moments très difficiles, mais elles le font dans le respect l'une de l'autre. C'est-à-dire que bien que le sujet soit très, très sensible et très délicat, cela n'empêche pas les personnes de s'asseoir juste en face les unes des autres et de parler et de dire, voici ce que ta famille a fait à ma famille. Je suis à la recherche des corps de ma famille. Où sont-ils? Comment est-ce qu'on continue à aller de l'avant ensemble? Et c'est ce message en fait de reconstruction, de volonté très intentionnelle de confronter le passé pour avoir un avenir meilleur que les festivaliers ont beaucoup apprécié. Et je tenais aussi à préciser que dans la préparation de ce film, Marie-Clémentine était accompagnée par une dame qui, qui sait accompagner ces femmes-là. Donc, Emilienne Mukansoro, c'est son nom, qui tient une association qui s'appelle Ejo Hachu, qui est aussi avec nous à Cannes. C'est cette personne qui était sur donc, les scènes de tournage et qui s'assurait que le message que ces mamans partageaient dans ces scènes, dans ces sessions de thérapie de groupe restait vrai à la nature
ce qu'elle avait entendu, elle, dans son travail de psychothérapeute. Donc c'est un travail qui était très exigeant, un travail qui se devait de rester très fidèle à notre histoire, comme les mamans l'avaient vécu, mais c'était aussi un film voilà, qui détruit beaucoup de tabous, qui permet encore une fois de recadrer la conversation autour de qui est le Rwanda aujourd'hui, et pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons pour continuer à aller de l'avant. Et une autre question qui me vient en tête, le fait que Marie-Clémentine ait collaboré avec une Gabonaise, est-ce que cela aura donné un message sur la solidarité africaine à ce festival? Tout à fait. Le message que nous avons tiré donc de toutes ces interactions, c'est que voilà, le cinéma africain aussi tire sa force des coproductions africaines. Donc Samantha Bifo, qui est la coproductrice ou la productrice déléguée du film, Samantha Bifo, qui est d'origine gabonaise, donc accompagne ce projet depuis plusieurs années. Donc elle travaille de manière très étroite avec Marie-Clémentine Toussabe Jambo. Et donc ce travail de collaboration, c'est aussi ça l'Afrique de demain que nous voulons voir, c'est l'Afrique que nous voulons partager avec les générations qui vont nous suivre, qu'il y a une véritable force lorsque nos pays s'unissent, lorsque nos pays décident de dépasser ces frontières artificielles qui ont été créées entre nous et présenter un projet aussi magnifique que Benimana. Donc le message que nous tirons de ce film, c'est que nous devons faire beaucoup plus de coproductions africaines entre nous et que nous devons voilà, porter à l'écran d'autres belles histoires, et beaucoup de belles histoires se préparent pour l'avenir. À Kigali, les autorités municipales se félicitent des résultats enregistrés dans le transport en commun entre les voies réservées aux bus, élargissement des itinéraires et la réduction du temps de trajet. De plus en plus d'habitants ont choisi désormais les transports publics. Selon la ville de Kigali, cette dynamique contribue également à réduire les embouteillages dans la capitale. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. La porte-parole de la ville de Kigali, Nirenganya Emma Claudine, souligne d'abord une hausse remarquable du nombre d'usagers ainsi qu'une amélioration visible à la fluidité routière. De manière générale, on constate une diminution du nombre de véhicules sur les routes et les chiffres le montrent. À Kigali, environ 200 000 passagers transitaient auparavant par la gare de Nyabugogo. Aujourd'hui, ils sont passés à 230 000. Les temps de trajet ont aussi fortement diminué, notamment sur les axes Nyabugogo-Kicukiro ou encore Downtown Kabuga. Face à cette augmentation du nombre de passagers, la ville affirme poursuivre des discussions avec différents partenaires en fait d'étendre davantage les dessertes, notamment vers certaines zones stratégiques et l'aéroport international de Kigali. Nous travaillons avec EcoFleet Solutions et d'autres partenaires pour augmenter le nombre de bus dans plusieurs directions. Dans la zone économique spéciale, par exemple, des bus circulent déjà aux heures de pointe. Une nouvelle navette desservira également l'aéroport en passant par Kachiru, KBC et le centre-ville jusqu'au Serena Hotel. Avec ces nouvelles initiatives, la ville de Kigali espère rendre le transport public plus rapide, plus accessible et capable de répondre à la demande croissante des habitants de la capitale. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.